début, j'ai ouvert mon dossier, donc c'est 6 ans de boîte, 3 salariés, un brevet mondial, du stock, des clients un peu partout dans le monde. Il a ouvert mon dossier, j'ai eu l'impression que ça a duré moins de 30 secondes. Les gens dans la salle m'ont dit 2 minutes. Il a regardé rapidement, il a fait le truc et il m'a posé la question suivante. Monsieur Tillon, je vois pas trop d'autres solutions, est-ce que vous en voyez une? J'ai haussé les épaules, il a tapé le marteau en disant c'est fini. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous découvrirez comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui construisent et profitent de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Tillon, un serial entrepreneur, fondateur de Sido et cofondateur de Tilki. Dans cet épisode du podcast, Sylvain partage avec nous son parcours, comment il a su rebondir après la liquidation de sa première boîte et comment il a démarré Tilki qui génère 150 000 € par mois. Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/2, le chiffre 2. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 2. C'est parti. Sylvain, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi? Oh, avec plaisir. Après, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un de vraiment différent que de tout le monde. C'est un choix de parcours pro à un moment ou une folie aussi, d'ailleurs, parce que c'était pas, je savais pas dans quoi je me lançais. Mais avec plaisir pour échanger avec toi. Excellent. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Sylvain. Sylvain, c'est le cofondateur de Tilki. Tilki, c'est une solution de tracking qui permet de mieux vendre en analysant la lecture des documents que vous envoyez à vos prospects et clients. Excellente présentation. Sylvain, super. Sylvain, avant de parler de Tilki, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait? Le tout premier business que j'ai pu faire, alors ça remonte aux années collège ou lycée, ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise à l'époque? Organisation d'une soirée étudiante dans mon lycée où j'avais fait venir 2000 personnes dans une grosse boîte de nuit à Paris. C'était évidemment mal passé, les flics étaient intervenus, les gaz lacrymaux, je me suis retrouvé dehors de ma propre soirée parce que je me suis battu avec un gars. Et des petits boulots dans la restauration où je me suis retrouvé à gérer une pizzeria dans ma petite ville parce que le boss est parti en vacances et qu'il trouvait que je gérais suffisamment bien, et c'est là où j'ai pris goût à gérer, à travailler avec une équipe, à essayer de faire tourner un business, à essayer d'améliorer les choses du quotidien, et que j'ai eu envie de faire aussi à ma façon, de pas reproduire les erreurs que j'avais pu voir. Sachant qu'il y a un autre job qui m'a pas mal marqué, c'est j'étais cuisinier à Malte à l'âge de 17-18 ans, caché parce que j'avais pas de visa pour y travailler. À l'époque, ça faisait pas partie de l'Union européenne. Mais comme j'étais français, j'étais parmi les plus payés parce que à l'époque, dans ce restaurant, on payait en fonction de la nationalité. Et les plus payés, c'était les Maltais devant les Français italiens, devant le reste de l'Europe et devant le reste de l'Afrique. C'était assez surprenant. Donc voilà les premiers débuts de projet, et toujours eu une envie de monter un jour ma boîte. Pourtant il y a 15 ans c'était un peu moins à la mode qu'aujourd'hui. Et j'avais dit ça en école de commerce en me disant je vais faire 10 ans de conseil, et une fois que j'aurais acquis l'expérience et que j'aurais mis un peu de sous de côté, je me lancerai. Sauf qu'en première année, on devait tous faire un projet virtuel de création d'entreprise, que j'ai joué le jeu. Comme j'étais motard, j'ai fait des bijoux pour cheveux. Donc, il n'y a pas beaucoup de liens entre les deux, mais en fait, il y en a un petit peu caché. Sur les blousons de moto, il y a du scratch, et je m'étais rendu compte que ça tenait bien dans mes cheveux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre des petits bijoux avec du scratch dans les cheveux. C'était très, très moche. Mais je l'ai fait très sérieusement et j'en ai vendu quelques-uns. Du coup, j'avais été sélectionné parmi les 12 meilleurs projets de l'école. Et dans le jury, il y avait une femme qui est tombée amoureuse du projet et qui m'avait proposé de m'accompagner pour aller plus loin si je trouvais une autre idée. Et en plus de ça, cette femme travaillait chez L'Oréal, donc c'était plutôt un gage de sérieux et de vrai intérêt par rapport à ce projet de bijoux pour cheveux qui en est devenu une boîte à 20 ans qui a duré 6 ans, où j'ai appris plein de choses, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai refait toutes les erreurs du monde, j'ai fini d'ailleurs au tribunal avec des procès, des dettes. Mais ouais, non, c'était une aventure incroyable.
Ça, c'était les débuts. Dans cette première boîte, est-ce que tu peux nous dire un ou deux catastrophes que tu as fait qu'il faut éviter de faire? Bon, il y a beaucoup. Alors, dans les premières, j'ai été incapable de... J'ai mis 3 ans à aller voir Brigitte, qui était coiffeuse et qui habitait à 200 mètres de mes bureaux. J'avais très très peur que Brigitte me dise non. Et le non, je le prenais pas tant pour mon produit, mais pour moi, vu que c'est moi qui avais inventé ce bijou. Et ce qui est une terrible erreur, parce qu'en fait, j'ai mis très longtemps à comprendre mes clients, à comprendre mon marché, et j'avais peur de vendre. Deuxième erreur que j'ai découvert peu de temps après. Alors complètement par hasard, pour vous expliquer le schéma, en juillet 2005, je reçois un mail de Côte d'Ivoire en août pour m'acheter des bijoux, qui me donne les références des bijoux qu'il voulait acheter avec les bons prix, etc. J'échange avec cette personne, je l'appelle même sur son numéro en Côte d'Ivoire, on échange au téléphone, et je lui demande comment il compte payer, il me répond en CB. Je dis ok, très bien, mais juste avant d'envoyer les produits, j'appelle quand même ma banquière en disant ça a l'air très sérieux parce que je les ai appelés et ils connaissaient vraiment ma boîte. Est-ce qu'il y a un risque quelconque? Elle me fait, il paye comment? Je dis en CB. Et, c'est une CB volée, donc vous allez envoyer les produits, vous allez recevoir l'argent sur le compte. Vous allez envoyer les produits, mais le jour où le titulaire de la carte va s'en rendre compte, dans la semaine qui suit, l'argent va repartir de votre compte. Et pourtant, vos produits seront déjà arrivés là-bas. Et effectivement, quand j'ai dit à mon interlocuteur ivoirien que je préférais un virement, j'ai plus de contact. Ça, c'est le début de l'histoire. 1 an après, toujours au mois d'août, donc haute connerie, c'est ne pas prendre de vacances, mais j'avais toujours pas appris la leçon. Je suis au bureau, là, je reçois un mail d'un Roumain, même format, même idée. Et donc, je me fais vraiment chier, je sais que c'est une arnaque, donc je lui triple le prix. Et le mec dit ok, et je lui dis à la fin, bon, par contre, moi, c'est que virement, je prends pas la CB, il fait pas de problème. Le lendemain, j'avais les sous sur mon compte. Leçon et moralité de tout ça, je sous-vendais mes bijoux en France. Si un Roumain était capable de mettre 3 fois le prix de vente que je proposais en France, c'est qu'il y avait vraiment un problème. Et parfois, on a tendance à vouloir vendre pas cher pour vendre plus, alors que c'est en tout cas, moi, ça a été une énorme erreur. Je l'ai reproduite dans ma boîte d'après, puis chez Tilki. En montant nos prix, on a rassuré les clients. Voilà, donc j'avais ce gros problème à argent. Je me suis pas payé, ou pas assez vite. Je m'étais toujours dit, dès que je ferais plus que 0, je me paierais, sauf que j'ai jamais fait plus que 0, donc j'ai perdu aussi la motivation. Socialement, c'est compliqué, parce que je faisais plus les restos, ni les apéros avec les copains, parce que je pouvais pas payer ma part. J'ai pas pris de vacances, j'en parlais juste avant. J'ai voulu conquérir le monde parce que on avait plein d'intentions positives de partout. Et j'ai été voyager aux États-Unis pour aller vendre là-bas. C'était fou. Sauf que j'étais pas vraiment implanté en France et que du coup c'était compliqué de gérer la com et le marketing des deux côtés, le décalage horaire. Donc j'ai fait ni l'un ni l'autre bien, ni la France ni les US. Au final, j'ai perdu du temps, de l'énergie, de l'argent à vouloir faire les deux. Et en autre grosse erreur, j'avais tendance à préparer et être beaucoup sur la recherche et développement et préparer les produits de demain. J'avais un proto assez incroyable de bijoux parfumés avec du Chanel numéro 5 dans le bijou, qu'il diffusait très doucement et sans abîmer ni les vêtements, ni les cheveux, ni rien. C'est une idée sympa, sauf que mes bijoux pour cheveux normaux n'étaient déjà pas vendus en fait. Donc je passais du temps à travailler sur le produit d'après, alors que le produit du moment était toujours pas sur le marché. Et ce qui m'a fait perdre de l'argent et du focus sur les bonnes choses. Voilà, ça c'est 4-5 erreurs parmi la centaine que j'ai pu faire. Si, une autre erreur, c'est que alors c'est paradoxal, j'ai déposé un brevet sur mon idée, qui est même un brevet mondial, parce qu'on avait inventé un nouveau système d'attache. Sauf que j'avais pas les moyens de défendre cette stratégie. Et du coup, je me suis même fait attaquer par un concurrent qui a voulu me couler en m'attaquant, qui a presque réussi à le faire. Qui t'a attaqué sur le brevet? Ouais. Il m'a attaqué sur le brevet pour pas que je puisse attaquer. Pendant ce temps-là, il me copiait, moi je pouvais pas attaquer non plus. Et même à la fin, quand j'ai gagné, de toute façon, je n'avais pas les moyens de l'attaquer. Donc c'était un peu une erreur aussi de mettre de l'argent là-dedans, alors que j'aurais mieux fait de mettre l'argent en marketing pour prendre de l'avance en fait. Donc voilà, plein d'erreurs. Ah si, encore une autre, tiens.
On travaillait dans le monde de la mode et de la coiffure, donc il fallait faire des jolies photos. Sauf que j'avais très peu d'argent au départ de la boîte, donc j'avais sous-capitalisé la boîte. Et une énorme peur de l'échec. Et il y a un truc que j'ai jamais osé faire, c'est faire une vraie séance photo avec une vraie mannequin, parce que ça coûte cher. Et que si je la ratais, je plantais la boîte. Du coup, j'ai fait plein de petites séances photos avec des 6000 mannequins, avec des presque coiffeurs et des presque photographes. Et ça me donne à la fin des presque photos. Et du coup, sur mes 6 séances, j'ai pas une photo dont je sois fier aujourd'hui. Alors que ça m'a coûté même un peu plus cher qu'une seule belle séance avec un vrai modèle et un vrai photographe. Et qu'à posteriori, je me dis c'est con parce que j'ai dépensé de l'argent à pas aller jusqu'au bout du truc, mais par peur de me planter si j'allais jusqu'au bout. Et du coup, à pas vouloir aller jusqu'au bout, je me suis planté. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Si on continue là-dessus, je suis intarissable sur les conneries que j'ai pu faire. C'est plutôt bien parce que ça permet d'avancer et de ne plus refaire les mêmes conneries. J'en fais d'autres. Je fais plus celle-là. Mais j'en fais plein d'autres. Et notamment, qu'est-ce que j'ai pu faire dernièrement? Ouais, ce serait trop long. mais ouais, clairement, c'est ce qui m'a par contre aidé à prendre du recul par rapport à tout ça, c'est d'en créer un cours d'ailleurs. Parce que mon business plan était très bien écrit, il respecte toutes les règles d'une boîte, d'un bon business plan, tout comme il faut faire dans une grande école de commerce, etc. Donc on avait même fait une petite levée de fonds. Mais si on sait le lire, si on a le recul nécessaire, si on est un peu entrepreneur, toutes les erreurs sont écrites entre les lignes. Franchement, le business plan, il se lisait trop bien, c'est une belle histoire. Mais en fait, dans chaque paragraphe, vous pouvez voir la connerie que j'allais faire. Sauf que en tant qu'étudiant, on la voyait pas, donc ça me permettait de faire un cours pour montrer aux étudiants que même dans le meilleur projet du monde, tu avais plein d'erreurs qui étaient cachées. Et ce qui m'a fait presque du bien de l'assumer et d'en parler, en fait. Et justement, à ce moment-là, t'avais pas un mentor ou une personne qui pouvait t'aiguiller sur ces erreurs-là? Si, mais je préfère faire mes propres erreurs. Ce qui était important, c'est que quelqu'un m'allume les phares avant que je prenne le mur. Mais parfois, j'aime pas faire comme on me dit, en fait. Et ma naïveté ou ma fierté fait que j'aime bien faire mes propres conneries. Donc non, de toute façon, on avait beau me dire ça le fait pas, j'allais quand même le faire pour voir si vraiment fallait pas le faire ou si peut-être l'interlocuteur que j'avais en face de moi, en fait, était trop vieux pour savoir comment il fallait faire. Le courage, on appelle ça. La bêtise, je sais pas. Et après cette première expérience professionnelle, du coup, entrepreneuriale, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui, alors après cette première boîte, du coup, qui se termine mal. Donc, comme je disais, j'ai donné des cours et j'ai créé une société où il y a 3 pages de business plan. La page 1, je vais me payer 2000 € dès le premier mois. La page 2, je ne ferai que ce que j'aime et quand je veux. Et la page 3, on fera une petite boîte, on montera pas de la de vin, mais on fera un truc où on s'éclate. Voilà en gros le business plan. Et qu'on a tenu, qui existe toujours, autour de cette passion de l'enseignement, de la pédagogie, de l'écriture. Donc j'écrivais des bandes dessinées, je donnais pas mal de cours de façon un peu différente, où j'animais des formations de façon différente. Donc voilà, c'est ça qui m'éclatait au quotidien. Et D'accord. Et aujourd'hui, ça s'appelle Sydo, SYDO, et c'est une société qui produit notamment les vidéos Dessine-moi l'écho. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos qui sont diffusées sur lemonde.fr avec une petite main qui explique des concepts économiques en 3 minutes. Un projet qui nous a fait connaître, qui est gratuit. On n'a jamais eu de business model autour de ça, mais déjà, on voulait apprendre des trucs qu'on comprenait pas toujours. Et en plus, ça me permettrait de montrer notre expertise dans le partage, dans la transmission d'informations. Donc ça, c'est la deuxième. Mais c'est super, donc du coup, c'était votre canal marketing. Mais c'était pas prévu comme ça, parce qu'au début, il n'y avait même pas notre marque sur les vidéos, parce qu'on voulait vraiment pas que ce soit vu comme un objet publicitaire. On voulait vraiment faire un truc bien. Et être fier de être fier de partager une partie de savoir. Parce qu'on a lancé ça début 2012, avant les élections présidentielles, en se disant le sujet économique devrait être un des sujets majeurs de cette élection. Sauf qu'en France, on est assez peu éduqué là-dessus et soit c'est compliqué de rentrer dedans,
soit ça te donne des solutions, mais ça n'explique pas le problème. Nous, on veut expliquer les problèmes parce que les solutions, on les a pas. Et à la fin, chacun de choisir son candidat en fonction de sa compréhension du problème ou de son choix de proposer de solutions. Bon, ça n'a pas du tout été un sujet, l'économie. Ça a été, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'est immigration et je sais plus quoi. Comme d'hab, comme toutes les élections. Mais on a aujourd'hui 50 millions de vues dans le monde francophone sur ces vidéos qui sont devenues une base dans l'enseignement de l'économie au lycée et même à la fac, et qui est une source pour tout le monde, gratuite, neutre, d'expliquer des choses un peu complexes. Mais oui, c'est devenu un peu plus marketing par la suite, parce qu'on a quand même mis notre nom. On avait ras-le-bol que les gens félicitent le monde et remercient le monde pour ces vidéos, alors que c'est nous qui les faisions. Donc au bout d'un moment, on a écrit qui on était. On partagera le lien dans l'article qui sera associé à l'interview. C'est gentil. Et du coup, Sido commence à bien grandir. On est une petite dizaine, on s'éclate, tout va bien. J'ai une problématique au quotidien, c'est que on fait de très jolis livrables, on fait des belles vidéos, des jolis présis, des jolis jeux sérieux. Mais quand j'envoie des offres commerciales, elles sont moches parce que c'est trop lourd, parce que ça passe pas en pièces jointes de mail, et qu'en plus parfois je ne veux pas envoyer la vidéo au client, je veux qu'il puisse la voir mais sans la télécharger. Et je cherche des solutions pour pas lui envoyer 14 liens. On crée un mini site web en fait pour du coup on se met à créer un mini site web avec un mot de passe pour que le client puisse accéder et voir les docs en ligne. On colle dessus du Google Analytics et un jour, par hasard, je suis en train de regarder mes stats et je vois que j'ai un client qui est sur mon site en train de regarder mes documents, mon offre commerciale. Je l'appelle, il fait tu tombes bien parce que je n'avais rien compris. On passe un moment au téléphone et à la fin de cette discussion qui a duré 2 heures, il me fait en fait c'est exactement ce que je voulais, tu tombes vraiment bien, on va signer ensemble. Là je rappelle mon collègue, je me dis ce qui est dingue c'est de savoir quand mon prospect regarde mon offre, parce que là ça me permet de l'avoir au bon moment et de lui répondre à ses questions et de lui apporter les réponses dont il a envie. Et c'est comme ça qu'on imagine Tilki en fait, donc vraiment sur un besoin perso et un hasard total. Et sauf que techniquement c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'avais imaginé, mais on avait fait un proto que j'avais installé chez 2-3 copains. Et Tilki est aujourd'hui une solution qui permet de mettre des trackers invisibles et légaux dans tous les documents, avec plein de cas d'usage pour les commerciaux. Du coup, juste techniquement, ça se met dans le PDF lui-même qu'on va envoyer dans le mail, ou ça, c'est un lien qui va ouvrir sur un site web où il y aura les documents, la vidéo, etc. C'est un lien qui va ouvrir le document PDF potentiellement, qui sera en ligne, qui est téléchargeable ou pas, ça dépend de ton souhait. Mais c'est le même document. D'accord. Il est accessible de partout, il n'y a plus de limite de poids, il n'y a pas de souci. D'accord. L'autre version dont tu parles, qui est d'intégrer les trackers dans le PDF, c'est faisable, on l'a déjà fait, mais c'est illégal. Du coup, on a arrêté. D'accord, je comprends. Malheureusement. Et du coup, comment s'est passé, de l'idée, comment s'est passé le passage vers Tilki? Allez, on a une idée, on crée une boîte et on y va. On a pitché le truc à un salon de start-up. On a été sélectionné à nouveau parmi les 3 meilleurs projets. Et à ce moment-là, vous avez déjà développé quelque chose? On a quelque chose de présentable, qui est pas vendable, mais qui est présentable pour montrer la valeur que ça apporte. Super, donc c'est un modèle minimum, vous n'avez pas passé beaucoup de temps dessus. C'est celui que j'utilisais moi au quotidien en fait. Voilà. Et on rencontre ces acteurs financiers qui nous disent nous on est presque prêts à vous accompagner dessus, et je leur réponds c'est bien gentil, mais moi j'ai une boîte, mon associé aussi. Nous on est prêts à y aller que si on a vraiment les moyens de nos ambitions. Je voulais pas répéter cette erreur de sous-capitalisation de ma première boîte. Et on lève 500 000 € en juillet 2014. Et là, du coup, moi, je quitte Sido, mon associé vend sa boîte et on se met à plein temps sur Tilki à partir de ce moment-là, avec une aventure qui nous a complètement dépassé parce que ça a pivoté 1000 fois, parce que ça a beaucoup changé, parce que ça a été compliqué. En juillet 2016, je pensais déposer le bilan, finalement, ça s'est mis à décoller. Enfin voilà, une aventure assez folle. Aujourd'hui, on est 30 personnes, on ouvre à Londres dans 2 mois.
et on s'éclate, les clients sont contents, un produit qui marche dans toutes les situations. Mais en fait, la vraie difficulté, c'est qu'il faut pouvoir traquer tout type de documents sur tout type d'ordinateur et de téléphone. Et que j'imaginais pas que des clients puissent encore être sur Internet Explorer 7, par exemple, ou puissent utiliser certains systèmes d'exploitation qui sont rares, sauf que moi je peux pas dire à mes utilisateurs désolé, ton client il est con, il est sur un vieux navigateur. Non, son client il est pas con, il utilise Internet Explorer 7 et il faut que ça marche sur Internet Explorer 7. Donc voilà, ça a été beaucoup plus long que prévu à réaliser. Mais aujourd'hui on a un vrai beau produit où on s'éclate, où il y a plein de choses à faire et le champ des possibles en fait est toujours pas fini, sachant qu'on a une version gratuite de Tilki pour les gens qui cherchent du boulot, qui s'appelle Tilki for Jobs, qui permet de traquer son CV, sa lettre de motive, et de savoir quel employeur s'intéresse à vous quand vous faites une candidature spontanée. Et c'est un produit où on reçoit de l'amour tous les jours, parce que ça aide vachement de gens en fait. C'est tellement frustrant, parce que j'en ai fait moi aussi pas mal, les candidatures spontanées quand je cherchais du boulot, de pas avoir de retour du tout, que là au moins je vous dis, lui il a jamais ouvert votre CV, donc ça sert à rien d'attendre sa réponse. Par contre lui il l'a ouvert 3 fois, passez-lui un coup de fil, il y a une chance qu'il vous reçoive. Et rien que ça, a priori, ça fait beaucoup de bien. C'est excellent ça. Et du coup, quand tu dis c'est gratuit, c'est parce que c'est dans ses débuts ou c'est le modèle cible? C'est un modèle comme Dessine-moi l'écho. On veut faire, enfin nous ça nous coûte rien, la plateforme existe déjà, enfin la plateforme technique existe déjà, et on trouve ça cool de faire un truc bien. Après les rêves derrière qui sont liés à ça, c'est créer de l'usage, que les gens prennent l'habitude de traquer leur pièce jointe stratégique. Donc dès que vous envoyez un document ou vous attendez une réponse, autant savoir si la personne en face l'a lu. Donc comme un CV, comme un livre blanc, un mémoire de fin d'études, un bon de commande, enfin tous les documents qu'on peut envoyer qui sont un peu importants. 2, on a déjà signé des clients suite à ça parce que quelqu'un a retrouvé du travail, qu'il a dit à son chef comment il avait fait pourquoi il les avait appelés eux. Donc je leur ai expliqué qu'il avait utilisé Tilki, qu'il avait vu qu'il s'était intéressé à son profil, du coup c'est ça qui avait déclenché son appel, et qui nous a vendu auprès des commerciaux en disant vous devriez utiliser la même chose pour envoyer vos devis off commercial. Et 3, par hasard, on s'est intégré dans l'application de Pôle emploi, dans l'Emploi Store, et aujourd'hui Pôle emploi devient un client parce qu'ils veulent mettre à disposition Tilki nativement. Si vous utilisez la plateforme Pôle emploi, à chaque fois que vous enverrez un CV, il sera traqué, comme ça vous saurez s'il a été lu ou pas et par quel employeur. Et eux nous achètent le droit d'utiliser la technologie. Mais c'était pas prévu du tout, vraiment c'est pas fait pour ça. Oui. Voilà. Ce qui est important là, c'est donner de la valeur aux gens et puis ils vous rendront quoi. C'est ce qu'on se dit. Alors après, on lance plein de produits, on essaye plein de choses. On se plante très souvent, toujours. Tous les ans, on fait un séminaire d'innovation où on imagine des nouveaux projets. Entre 3 et 5, on en finance 75%, où on essaye, et on en plante 75%. Donc il en reste toujours un par an en gros qui devient un produit comme Tilki for Jobs qui est peut-être notre avenir en fait commercial, alors qu'au départ c'est juste un truc cool qui nous démarrait. Alors qu'il y a d'autres trucs qui paraissaient bien plus fous sur le papier mais qu'on n'a jamais réussi à lancer et qu'on a mis à la benne depuis. Ouais, on a ce modèle de dire on fait pas d'études de marché, on lance un proto, on essaie de voir si ça plaît, et si ça plaît on continue. Si ça plaît pas, donc ça vous le faites en interne. Ouais. D'accord. Ouais, pour plusieurs choses. 1, parce que c'est motivant pour les équipes. 2, je veux pas que ce soit ma boîte, je veux que ce soit leur boîte aussi et qu'ils se sentent tous impliqués dans le truc, et plus ils auront de marge de manœuvre pour la faire bouger, plus ils seront motivés au quotidien. 3, parce qu'au final, j'ai pas toujours les meilleures idées, loin de là. Il y a 2 ans, un collègue m'a proposé la solution de créer la solution Tilki for Marketing, donc analyse massive de lecture de documents. Je voyais pas trop l'intérêt, mais bon, comme il avait fait le projet dans le cadre et que le projet avait été unanimement applaudi par les collègues, on l'a financé. Aujourd'hui, c'est une offre qui représente plus de 30% de notre chiffre d'affaires, alors que j'y croyais pas. Et j'en suis super fier en fait. C'est trop cool. C'est trop cool parce que, alors ce qui est marrant, c'est que ce projet-là, il a mis 6 mois à être développé et pas 2 ans. Parce que comme c'était leur idée à eux, ils avaient vraiment pas envie que ce soit buggé.
qu'on l'a fait un peu plus avec le client aussi, donc du coup ça répondait tout de suite à ses besoins, il y a eu moins de pivots comme on a pu faire sur la première boîte, et ils n'ont pas répété les erreurs que j'avais pu faire moi. Donc du coup j'étais trop fier de voir qu'ils avaient énormément appris en bien. Excellent, on apprend beaucoup de choses avec toi, Sylvain. C'est gentil. Concernant Tilki, quel a été le meilleur canal marketing que vous avez utilisé pour la faire croître? S'il y en a un à citer, on va dire. Ouais, mais c'est paradoxal. Celui qui a le mieux marché dernièrement, on a envoyé 100 black cards, enfin des sortes de cartes de crédit noires avec le nom du client, son numéro d'utilisateur et un cadeau à nos 100 meilleurs utilisateurs pour de vrai. Et en fait, il y en a plus de 20 qui ont fait des posts LinkedIn dédiés à ça en disant mais c'est génial, on est trop fiers d'être dans les 100 meilleurs utilisateurs Tilki. Et ça nous a généré un nombre d'appels de boîtes qui ont dit mais c'est génial votre truc, on veut pareil, qu'on n'avait pas imaginé, alors que c'est une idée. On s'est dit comment remercier nos clients les plus fidèles et qui utilisent le plus l'application, quel que soit le budget qu'ils payent, parce que on n'a pas changé les prix. Donc l'application il y a 4 ans était à 6 € par mois, maintenant elle est à 39. Toujours cette histoire de prix là. Mais ceux qui étaient à 6 sont toujours à 6. Donc il y a des gens qui ont reçu cette carte alors qu'ils payent très très peu tous les mois, mais bon, c'est le jeu. Donc j'ai pas fait en fonction de leur potentiel de chiffre d'affaires, j'ai vraiment fait en fonction de leurs usages. Et c'est marrant, ils étaient trop fiers de dire sur les réseaux sociaux qu'ils utilisaient Tilki et qu'ils faisaient partie des 100 meilleurs utilisateurs français. Impact de dingue, et on a envoyé un courrier. Enfin, ça nous a coûté 200 €. Et en termes de com, c'est une opération qui m'aurait coûté 20 000, quoi, si j'avais dû la faire en payant. Donc voilà, des petits trucs comme ça. Après, un autre truc qui a ultra bien marché en mai dernier ou juin dernier, on a partagé le business plan qui nous a permis de lever 3,5 millions. Et c'est le vrai business plan. Sur votre blog. Sur Madines, sur le magazine des startups qui s'appelle Madines, où il y a un article comment Tilki a levé 3,5 millions, et on partage de façon transparente notre deck, notre BP, et où en fait, alors du coup vous le saurez, mais faites pas attention, vous êtes traqué pendant que vous le lisez, et au moment où vous fermez le document, on vous envoie vos statistiques de lecture. En mode, t'es passé 10 secondes dessus, c'est quand même vraiment pas beaucoup de temps, je t'assure qu'il est intéressant, reviens-y. Ou t'as passé 3 minutes, j'espère que t'as trouvé les réponses à tes questions, sinon je suis à ta dispo si t'as d'autres questions dessus. Et les gens, en fait, ont découvert Tilki sans le savoir, parce que du coup, ils lisaient le projet de la boîte, mais en même temps, ils se faisaient traquer, et ils ont vu l'impact que ça pouvait avoir et l'intérêt que ça pouvait avoir. Ça nous a généré un nombre de nouveaux clients assez hallucinant sur une opération toute bête qui était gratuite, parce que j'ai envoyé cette proposition d'article à Madines, qui trouvait ça cool, et qui du coup l'a diffusé. Waouh. Excellent. Sylvain, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur Tilki en termes de chiffres Ouais, on dépasse les 100 000 € de chiffre d'affaires récurrent par mois, plus on fait un peu de service tous les mois, donc on est pas loin de 150 000 € de chiffre d'affaires. On est 30 à Lyon, on ouvre à Londres dans 2 mois, et on sera 3 personnes là-bas. On discute avec des boîtes allemandes pour s'implanter en Allemagne et en rachetant une entreprise. On a un modèle qui grandit bien, même si on est sur un marché très très jeune en Europe, où les gens n'imaginent pas que traquer les documents c'est possible et légal, mais même juste possible. En fait, les gens ne cherchent pas ça, et donc faut qu'on communique de partout, qu'on montre que ça marche, qu'on montre l'impact que ça peut apporter. Mais on a une chance, c'est que nos utilisateurs, une fois qu'ils ont testé, ils sont convaincus. Donc, faut réussir à les faire tester, à leur faire prendre en main au moins un mois l'application, et après, ils ne partent plus. Et ce qui nous rassure, c'est qu'ils ne se désabonnent pas non plus, alors qu'il y a un gros bouton de désabonnement dans Tilki qui est facile à cliquer. Mais on a 2,15% de désabonnements par an. Parce que on apporte, on délivre vraiment la promesse qui est écrite sur le site. On va vous aider à mieux vendre, on va vous rendre plus efficace au quotidien, très simplement, sans effort supplémentaire. Et a priori, les gens sont contents. Donc ça fait du bien. Et nous, on expérimente plein de choses au niveau humain, au niveau management. J'essaie de créer une boîte dans laquelle j'aurais pu être salarié. Alors
Du coup, c'est pas une entreprise libérée, c'est autre chose. C'est un modèle où c'est très transparent, tout est accessible. Je fais intervenir beaucoup mes collaborateurs dans les grandes décisions. Donc, par exemple, la levée de fonds, on l'a voté il y a 1 an ensemble. J'avais présenté 3 plans stratégiques possibles et qui me plaisaient. Et on a voté ensemble sur un des 3 plans, avec l'idée de faire cette grosse levée de fonds pour accélérer l'international. Où les collaborateurs peuvent avoir des idées, peuvent essayer, ont le droit de se planter sans se mettre en danger par rapport à leur job, et où on a un système de confiance qui fait que c'est aussi leur boîte et c'est eux aussi de jouer, quoi. Donc voilà. Tu t'inspires de quelle entreprise, si on a une Je m'inspire d'entrepreneurs que je rencontre et de choses qui vont m'éclater, ou de choses où j'ai envie de faire le contraire, en fait. Je m'inspire pas mal de gens qui m'énervent et où je me dis je veux vraiment pas reproduire ça parce que ça m'aurait rendu dingue. Et donc je pique des choses. Là dernièrement, on a piqué le formulaire pour postuler de Abrico, qui est une startup dans le dating, dans la rencontre, où ils ont fait un super article comment on a généré 1000 candidatures en 3 mois et comment on a reçu 12 candidats de super qualité suite à ça. Ils expliquent tout leur modèle que j'ai trouvé assez génial, donc j'ai pas piqué dans son entièreté parce que les trucs qui me plaisaient pas, mais j'ai piqué un bout que j'ai trouvé extra et que j'ai un peu retravaillé à ma façon, où du coup on demande plus de lettre de motivation aujourd'hui, mais on demande déjà impérativement d'utiliser Tilki pour envoyer le CV. Et ça a beau être écrit en gros, en gras, que c'est obligatoire, il y a quand même 1/4 des postulants qui nous envoient un lien LinkedIn ou un lien Drive. Je suis désolé, la moindre des choses, ça va être ce qu'on fait et de prendre 2 minutes pour tester le produit. Donc du coup, c'est assez facile à éliminer. Ensuite, on a écrit les 12 règles horribles de Tilki qui font que vous pouvez ne pas vouloir postuler chez nous, qu'on vous demande de lire avant de valider votre candidature. Où dedans, il y a par exemple le fait qu'on ait une transparence des salaires. Tout le monde connaît les salaires, tout le monde au sein de la boîte. Qu'on valorise pas les diplômes pour le salaire. Que les commissions commerciales sont en partie partagées avec le reste de l'équipe. Que il y a peu de télétravail pour les commerciaux parce que on travaille souvent en binôme et qu'on a besoin d'être avec son collègue, et qu'en plus les horaires sont pas trop flexibles. Vu que nos clients ils travaillent de 9h à 18h, faut qu'on puisse répondre à leurs besoins immédiatement. Il n'y a pas de ticket resto, il n'y aura pas à court terme. Il n'y a pas de bureau fermé, j'en veux pas. On est tous en open space, on a tous le même bureau. On a des salles de réunion pour s'isoler comme là. Mais j'ai un bureau comme tout le monde au centre de l'open space. Voilà, et 12 autres règles, je sais plus ce qu'il y a dedans. Et toute l'équipe est à Lyon? Ouais, pour l'instant oui, mais bientôt un deuxième bureau à Londres. D'accord. Et donc là, tu as parlé de Londres et de l'Allemagne. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas attaqué le marché américain? On sait que c'est le plus gros, Alors on y est allé, on s'est mangé des murs 2 fois. La première fois parce que en fait ils ont des usages assez différents de nous, des outils d'efficacité commerciale. Aux États-Unis, il est impensable de créer une entreprise sans CRM. En France, les boîtes qui ont déjà un outil de gestion commerciale, c'est rare. Et souvent, ça intervient après plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires où ils disent, ce serait bien qu'on organise un peu tout ça. Du coup, ils veulent que toutes leurs applications soient liées au CRM. Et le premier voyage, ça a été un peu ça, c'est de nous dire, mais les gars, vous n'êtes pas dans Salesforce? Vous n'êtes pas dans Pipedrive? Non, nous, on veut pas que les data soient dans Tilki, on veut que les data soient dans notre CRM. Donc, tant que c'est pas dans les logiciels qu'on utilise au quotidien, on n'ira pas plus loin. Donc, on est rentré en France, on s'est connecté dans tous ces outils, on est retourné là-bas. Et là, nouveau problème, on a une 30aine de concurrents aux US, alors qu'on n'en a pas vraiment en France, parce qu'il y a un vrai marché là-bas. C'est des boîtes de CRM ou c'est des boîtes Non, comme nous. D'accord. Vraiment concurrents directs de Tilki, sauf que les 2 plus gros, ils ont levé $100 millions. Donc un peu plus que nous. Et en plus, ils sont américains. Et en plus, ils ont des fonctionnalités qui sont illégales en Europe. Donc du coup, nous, on les a pas développées. Sauf que c'est cool comme fonctionnalité. Par exemple, ils peuvent vous trouver la fiche LinkedIn de la personne qui est en train de lire votre offre commerciale. C'est génial, ça fait gagner du temps. Moi, j'ai juste pas le droit de le faire. En fait, quand vous envoyez votre document traqué, chez mes concurrents américains, ils vont poser des cookies sur l'ordinateur de la personne qui ouvre et ils vont réussir à savoir précisément qui c'est. Ils vont réussir à récupérer ses coordonnées, à récupérer sa fiche LinkedIn et même à vous dire ce qu'il va voir sur Internet après avoir fermé l'offre commerciale. Franchement, c'est cool. Ils sont ultra intrusifs et c'est juste illégal en Europe. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, on est moins bon qu'eux aux États-Unis parce qu'on n'a pas ça.
et que ce serait compliqué d'avoir un produit américain, un produit européen. Enfin, compliqué, cher, compliqué en termes de marketing, compliqué à maintenir, parce que ça veut dire 2 produits différents à faire. Et on a choisi de ne pas y aller en disant que l'Europe était un marché suffisamment grand, à potentiel, que pour l'instant, vu que nous on avait fait ce choix d'être compatible RGPD, on avait un vrai avantage concurrentiel, et que du coup, on pouvait prendre de l'avance avant que eux aient le temps de s'adapter et arrivent. Donc on est concentré sur l'Europe à 200%. Et vous avez des concurrents sur l'Europe ? Très peu, voire pas. On a ces concurrents américains que vous avez le droit, que vous pouvez utiliser, que vous n'avez pas trop le droit d'utiliser, mais que vous pouvez utiliser. D'accord. Sylvain, quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Tilki ? Ce sont ces ouvertures de bureaux à l'étranger, parce qu'on a un modèle de management aujourd'hui qui se base beaucoup sur une tradition orale. On se dit beaucoup les choses, on se voit beaucoup, et là on va pas voir les gens, donc il va falloir changer un peu de modèle. Il va falloir qu'ils se sentent Tilki. On appelle ça nous les tilkers, ceux qui travaillent chez Tilki. Il va falloir qu'ils se sentent tilkers alors qu'ils sont pas à côté de nous, qu'ils vont être sur un marché différent, qui va être dur à ouvrir parce qu'ils sont pas attendus. Aujourd'hui en France, on a un peu de notoriété, donc c'est agréable. Eux vont repartir de 0-0 et je sais à quel point c'est compliqué. Et qu'ils auront parfois l'impression de ne pas être compris ni entendus. Il va falloir qu'on lutte pour ça pour que ça se passe bien, parce qu'on veut être en Europe, c'est stratégique pour nous. Nos clients sont de plus en plus européens, voire mondiaux, et ça la rassurerait qu'on soit implanté dans ces pays-là. Donc on n'a pas le droit de rater ça. Et c'est une vraie difficulté humaine et managériale que je vois dans les prochains. Et du coup, il y a l'un de vous deux, enfin vous êtes 2 associés, il y a l'un de vous deux qui y va ou? Non, par contre, on a une de nos collaboratrices qui est anglaise, qui était avec nous depuis 2 ans, qui part s'installer à Londres. Et après, nous, on va y aller une petite semaine chaque mois, et on enverra aussi chacun de nos collègues français 1 semaine par mois. Donc, en gros, chacun ira 1 semaine par an, 1 semaine par an dans le bureau à Londres pour faire du télétravail et pour bosser avec nos collaborateurs anglais. Pour que du coup ils se sentent, que ça devienne des gens qu'on connaît bien et qui on se sent bien et qu'eux ils se sentent moins loin de nous en fait. C'est un des trucs qu'on a trouvé pour se rapprocher d'eux. Excellent, écoute, on refera un point d'ici peut-être une année pour voir où vous en êtes. Des nouvelles erreurs et des nouveaux ajustements qu'on a pu faire. Là-dessus. Sylvain, on va passer à un deuxième moment de l'interview, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir ? Le pire moment, je crois, c'est le jour de la prononciation de ma liquidation en juin 2009, où le juge a ouvert mon dossier. Donc c'est 6 ans de boîte, 3 salariés, un brevet mondial, du stock, des clients un peu partout dans le monde. Il a ouvert mon dossier, j'ai eu l'impression que ça a duré moins de 30 secondes. Les gens dans la salle m'ont dit 2 minutes. Il a regardé rapidement, il a feuilleté le truc et il m'a posé la question suivante. Monsieur Tillon, je vois pas trop d'autres solutions, est-ce que vous en voyez une? J'ai haussé les épaules, il a tapé le marteau en disant c'est fini, je prononce la liquidation, je vais nommer un liquidateur qui va être chargé de récupérer l'argent et de payer vos débiteurs. Je vais nommer un commissaire-priseur qui lui va valoriser vos actifs, votre stock, votre brevet, qui va les vendre. Vous n'avez plus le droit d'entrer dans vos bureaux, vous n'avez plus le droit de répondre au téléphone, vous n'avez plus le droit de toucher au compte bancaire. Ça appartient à l'État, c'est nous qui gérons à partir de maintenant. Et 6 ans de ma vie qui se sont écoulés en 2 minutes, avec après une procédure qui dure 1 an, avec des questions de tous les jours, un stress permanent, même si vous avez été nickel. Moi, je me suis très peu payé, j'ai laissé du compte courant, j'ai fait tout bien, et même à la fin, il restait de l'argent sur le compte pour pouvoir finir bien. C'est une situation de stress horrible et un sentiment d'échec personnel très très fort, même si c'est pas toujours que lié à soi. On se pose des questions de qu'est-ce qu'on sait faire, de qu'est-ce qu'on vaut, à quoi on sert, qui sera assez con pour nous embaucher ou nous faire confiance par la suite.
ouais, là, il y a eu un moment vraiment pas facile et c'est des copains qui avaient déjà planté plusieurs fois, qui m'ont aidé, qui m'ont levé le matin pour que j'aille chercher du boulot avec eux, parce que c'est aussi recherche d'emploi, qui m'ont rassuré comme quoi c'était presque normal d'échouer, que j'avais rien fait de mal, que j'avais tout donné, que je pouvais me regarder dans un miroir comme quoi j'avais tout essayé, mais que j'avais fait plein d'erreurs, mais pas en cherchant à arnaquer qui que ce soit. Qui m'ont aidé à mettre sur le papier aussi toutes ces erreurs pour prendre du recul, pour essayer de mieux les comprendre et de mieux les anticiper pour les prochains projets. Voilà comment j'ai réussi à me sortir de cette phase pas très marrante. Waouh. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Il y en a plein. Le premier, c'est mars 2006. Je vois une femme dans le métro à Lyon porter mes bijoux pour cheveux. Je lui cours après, elle court aussi parce qu'elle a peur. Mais j'ai trouvé ça incroyable de voir pour la première fois de ma vie quelqu'un d'autre que ma chérie ou ma maman porter mes bijoux. Donc quelqu'un qui avait vraiment payé pour porter ses trucs. Et vraiment, c'était un moment où j'étais très très heureux. Le deuxième souvenir comme ça facile, c'est le 24 février 2012. Notre première vidéo d'Assimo Leco est diffusée sur lemonde.fr en une du site. Et moi, c'était un accomplissement, mais t'imagines même pas à quel point je pouvais être fier d'un jour produire quelque chose qui était en une du Monde, qui est pour moi un des plus beaux médias français, qui était complètement inaccessible. Pour moi, c'est que des stars qui écrivent là-dedans. Et ce jour-là, j'étais la star. Et j'étais, les gens le savaient pas parce qu'il y avait pas mon nom ni rien, mais j'étais trop, trop fier. Donc voilà quelques moments. Après, il y a beaucoup, beaucoup de moments positifs. De toute façon, c'est aussi une règle ça perso. Si je perds le sourire le matin en allant au travail, ça veut dire qu'il faut que je fasse autre chose. Et pour l'instant, je l'ai tous les matins, et même quand je dors peu, même quand je suis crevé, même quand c'est dur, j'y vais avec le sourire parce que déjà j'adore mes collègues, parce que je sais qu'on progresse tous les jours, j'apprends tout le temps, on a plein de nouveaux défis, et je suis convaincu dans l'équipe qu'on a pour atteindre nos objectifs. Sylvain, on va clôturer avec ce que j'appelle le top 5, le livre que tu recommandes. Je ne lis pas. ou aussi le blog. Vas-y, le blog, blog ou bouquin. Le blog, c'est le blog de guillainberthelet.com, qui est un mec qui a échoué 6 fois avant d'être dans une boîte où il marche très bien, qui a vraiment pris du recul sur ses échecs, qui écrit d'une façon passionnante sur l'entrepreneuriat, sur comment faire une étude de marché, comment s'associer, quelles sont les questions à se poser, comment bien vendre, et qui a une plume qui est ultra agréable à lire. Donc voilà, guillainberthelet.com, guillainberthelet.com, tu mettras en lien, j'imagine, de ce podcast. Quel est l'entrepreneur que tu suis ou dont tu es fan? L'entrepreneur que je suis, dont je suis fan, il y en a plein. Lequel dont je suis vraiment fan? Un gars qui m'éclate, moi, c'est le fondateur de Pipedrive, Ragnar Sass, qui est estonien et qui a fait un produit aujourd'hui qui est mondialement connu, utilisé et reconnu pour sa simplicité et presque le plaisir à utiliser, alors que c'est un outil de gestion. C'est ce que vous utilisez chez Tilki? C'est ce qu'on a utilisé pendant 4 ans, et là on vient de passer sur Salesforce. Mais ça reste un produit que j'aime beaucoup, Pipedrive, et ce Ragnar Sass a une façon de présenter les choses qui est très agréable, une humilité assez folle par rapport à son succès. Ton outil en ligne préféré? Lusha, Lusha, mais il faudra pas le dire trop fort parce que c'est totalement illégal. Ça permet de faire quoi? Sur une fiche LinkedIn, ça vous sort le numéro de portable de quasiment tout le monde sur la planète. Et du coup, vous voulez contacter quelqu'un que vous n'arrivez pas à joindre, grâce à Lusha, vous avez son numéro de téléphone. C'est complètement dingue, ça fait complètement flipper. D'ailleurs, vous pouvez vérifier si Lusha a votre numéro.
Et souvent il l'a, et en fait, alors vous voulez pas trop savoir comment ils les ont récupérés, mais ils ont acheté des bases hackées sur le dark web parce que en 2012, 2013, 2014, LinkedIn et Facebook étaient peu sécurisés, mais tout le monde avait mis son numéro de téléphone sur ces outils-là, et il y a des gens qui ont réussi à tout récupérer, et aujourd'hui ils vous revendent ces numéros. Et le pire, c'est qu'ils sont justes. Ça fait peur, hein, vraiment. Je lui dis, ah bah tiens, je vois le tien d'ailleurs, Naya. Tu as été traqué par Lusha. Il y a ton Gmail, il y a un fixe et un portable. Eh ben, alors qu'on n'est pas connecté encore sur LinkedIn, donc je suis en train de t'ajouter. Ouais. Mais j'avais déjà accès à ton numéro de téléphone potentiellement. Bon. Voilà. Excellent. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Saute et n'attends pas que tout soit prêt. En gros, lance un proto, tant pis s'il est moche, tant pis s'il n'est pas fini, tant pis s'il répond pas à tous les cas d'usage. Teste-le pour trouver l'usage pour lequel tu vas devenir indispensable. Parce qu'en fait, imaginer le produit parfait, c'est impossible. Enfin, je connais peu de gens qui ont réussi à le faire en tout cas. L'idée, c'est plutôt de dire j'essaye et on verra ce que ça donne. Et lancez-vous. De toute façon, il y a que vous qui êtes suffisamment taré pour y croire. Tout le monde vous dira que ça marchera pas et c'est normal. Mais avec cette façon-là, au moins vous pouvez essayer, prendre confiance en vous et finalement peut-être identifier le truc où tout le monde dira oui, c'était évident, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, sauf que je suis le seul à l'avoir fait, donc du coup, ce sera vous qui serez les seuls à l'avoir fait. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service. C'est une machine à eau gazeuse dans les bureaux qui fait que maintenant tout le monde est content de venir le matin, même en été. Et tout le monde a le sourire en disant cool, je vais pouvoir me désaltérer au bureau. Mais c'est très très con, mais c'est un truc qui a eu un impact incroyable sur les collaborateurs et sur le sourire quotidien. Excellent. Sylvain, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre ? Je suis très LinkedIn et Twitter où je partage un peu tout notre quotidien et toute notre vie, donc c'est le plus simple. Vous me retrouverez @SylvainTillon sur les deux réseaux. Merci Sylvain, à bientôt. À très bientôt, merci. Merci encore à Sylvain pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant, envou.co/2, le chiffre 2. Avant de terminer ce podcast, j'ai 2 annonces importantes à vous faire. Si vous appréciez cet épisode de l'entrepreneur en vous, pensez à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez m'aider à le faire connaître, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous.